Bonjour et bienvenue à tous. Donc, on va commencer cette présentation et cette petite démo un peu et introduction OpenShift. Il y aura quelques petits participants qui nous rejoindront un peu plus tard, mais on va commencer pour pas prendre trop de retard justement. Tout d'abord, merci d'avoir répondu présent et puis de vous inscrire sur ce web séminaire pour qu'on puisse un petit peu échanger sur OpenShift et les containers ou comment OpenShift va vous aider et peut aider les entreprises à gérer leur charge de containers qui arrivent de plus en plus au niveau des DSI, et on a de plus en plus d'applications qui maintenant peuvent nous être livrées sous forme de containers. C'est important maintenant d'avoir des outils qui permettent d'être capable non pas juste de scripter et de faire tourner un container comme ça, mais vraiment d'industrialiser le run en production des containers. Ça va être le but de cette présentation, de vous montrer un peu déjà le rôle des containers et comment OpenShift permet de simplifier un certain nombre de traitements ou de tâches qu'on doit réaliser quand on a des charges de containers applicatifs à exécuter dans notre environnement de production. Donc, je suis Christophe Larue, je m'occupe de la partie commerciale chez Startix, et c'est un séminaire qui est organisé également par Milena, qui s'occupe de toute la partie marketing chez nous et qui vous a présenté et invité à ce séminaire. Donc, les objectifs, ce sera brièvement de placer un peu Startix et de voir ce qu'on fait pour ceux qui ne nous connaissent pas, voir un peu les acteurs du cloud computing assez rapidement pour pouvoir placer l'offre OpenShift et Docker, qui est aussi une offre et également une technologie. Et puis ensuite, rentrer dans le vif du sujet de la solution OpenShift en elle-même, comment elle fonctionne et ce qu'elle nous apporte. Et puis, on verra également comment elle se décompose commercialement. On fera un tout petit point là-dessus pour ensuite regarder comment elle fonctionne et ce qu'elle vous permet de faire et comment on va pouvoir déployer un container, créer un container, déployer un ensemble de containers et assurer leur résilience et leur exécution sur plusieurs nœuds. Alors, rapidement, Startix, pour ceux qui ne nous connaissent pas, alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat et puis je regarderai et j'y répondrai. Donc, Startix, on est, nous, une SS2I, ça fait 15 ans cette année qu'on s'est créé avec comme objectif et comme focus d'accompagner les entreprises sur l'utilisation de solutions open source d'entreprises. Donc, on était les premiers partenaires Red Hat historiques en France, puisque ça a été vraiment la première entreprise à professionnaliser une distribution Linux. Et puis, on a élargi après nos partenariats vers d'autres technologies toujours open source, avec un éditeur derrière qui assure l'ensemble du cycle de vie de la technologie et qui a une très forte présence et empreinte sur le projet. On est maintenant donc une équipe d'à peu près une quinzaine de consultants et d'experts ou d'avant-vente qui peuvent vous aider. Et on intervient donc principalement sur les technologies donc Red Hat et tout le portefeuille Red Hat, mais également Google avec Google Forworks et les services software as a service de Google, Puppet et Couchbase. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Tout ce qui donc ces partenaires, on les a choisis parce qu'ils sont pure player open source, parce qu'ils sont leaders sur leur techno, mais également parce qu'ils ont une offre complète et globale, c'est-à-dire de la formation, un support sur le logiciel et un accompagnement ou du service certifié qui permet de garantir aux clients d'avoir une solution qui est supportée par un éditeur. Donc Red Hat, j'ai pas besoin de vous le présenter, c'est dans le cadre de cette présentation l'éditeur avec lequel on travaille, puisque c'est eux qui portent la technologie OpenShift, mais pas que. Donc c'est vraiment c'est un grand nom de l'open source, c'est même le leader, et ils portent comme technologie au-delà d'OpenShift et de Linux, Red Hat Enterprise Linux, d'autres solutions qui sont faites pour moderniser, pour aider les entreprises à aller vers le cloud et vers une infrastructure ou une architecture agile de leur système d'information. Ça inclut Ceph, ça inclut CloudForms pour faire tout ce qui est catalogue de services, ça va inclure Ansible pour tout ce qui est l'automatisation, bref, des technologies assez fortes aussi en open source, chacune dans leur domaine. Un autre partenaire, Startix, c'est Couchbase, où là, on s'est approché d'eux pour travailler dans le domaine du NoSQL et du Big Data, puisque c'est une base de données NoSQL orientée documents, qui a pour but de pouvoir encaisser des fortes charges de travail, notamment pour les applications mobiles ou IoT, et d'indexer ou de traiter ça pour obtenir des dashboards en temps réel sur l'ensemble des informations
Il permet en plus d'avoir la géoréplication des données pour faire un peu des clusters actifs. Et il a une architecture assez intéressante pour ceux qui s'intéressent au big data ou qui envisagent de travailler avec MongoDB. C'est très intéressant de regarder cette techno avant de partir sur un choix unique qui peut être plus difficile à gérer. Puppet, c'est également notre troisième plus fort partenaire et lui, c'est surtout ce qui est automatisation. On a historiquement commencé à travailler avec eux, puis après Ansible est arrivé dans le giron de Red Hat, mais on propose toujours ces deux technos et on a pas mal de clients qui ont fait le choix Puppet ou qui ont fait le choix Ansible plus récemment et qui décident après de rester et de capitaliser sur ces technos d'automatisation. Donc Puppet, c'est l'automatisation de déploiement et de gestion de configuration centralisée qui va vous permettre de gérer pareil un parc de machines et de serveurs assez important de manière plus simple et fiable et sereine du coup que quand on le fait à la main. Amazon, c'est également un de nos partenaires puisqu'on intervient avec eux sur le cloud et on propose du consulting principalement. On ne revend pas leurs solutions, mais on accompagne nos clients sur l'utilisation de tout ou partie de leurs briques. Et dernier partenaire, mais c'est un peu plus anecdotique, c'est Google for Works, où là, on travaille, on accompagne plutôt des PME sur l'utilisation des solutions de software as a service de Google. Donc, pas forcément le IaaS et tout ce qui est infrastructure, mais beaucoup plus ce qui est software as a service, Drive, Agenda, Calendar, et comment passer sur ce type de solution quand on est une petite PME pour se concentrer sur le métier. Donc voilà, là c'était pour vous brosser un petit peu un panel d'avec qui on travaille. Startix, donc c'est aussi une équipe, hein, c'est 3 commerciaux qui peuvent vous aider. C'est des consultants architectes seniors et certifiés par les éditeurs qu'on représente, et également des consultants techniques qui sont là pour implémenter les solutions. On a également 4 formateurs, hein, on est la plus grosse équipe de formateurs et même d'ailleurs on est les principaux formateurs de Red Hat en France, et également de Couchbase. Puppet, bon, on est plusieurs entreprises à travailler avec eux, mais on assure un certain nombre de formations dans notre centre, des formations officielles Puppet. Et puis c'est évidemment une équipe un peu autour pour nous aider à vous fournir les informations et le support que vous demandez. Bon, je vous refais pas le petit historique hein, rapide, d'autant que j'ai vu que certains d'entre vous avaient déjà suivi d'autres web séminaires sur Ansible. Donc voilà, sachez qu'on est une entreprise qui est maintenant historique, hein, même si on est une petite PME, ça fait longtemps qu'on est là, ça fait longtemps qu'on est spécialisé sur Red Hat et on a une courbe de croissance économique qui valide le fait que ce modèle est bon et que le fait de s'appuyer et d'accompagner les entreprises sur des éditeurs et des solutions open source d'entreprise, c'est quelque chose qui est non seulement payant, mais qui est demandé par le marché depuis pas mal d'années. Et vous pourrez obtenir de notre part alors plusieurs 4 grandes familles d'assistance. Hein, c'est de l'expertise avec nos consultants qui peuvent venir vous aider sur ces technos. On va vous aider aussi sur le support éditeur pour faire le tri et choisir les bons produits, puis faire l'interface avec l'éditeur qui parfois est en anglais ou va avoir des contraintes qui sont différentes. Nous, on est là pour vous aider et assurer à ce que ça se passe au mieux dans votre relation avec l'éditeur et le support qu'il vous offre. On va intervenir évidemment sur la formation puisqu'on est encore une fois les centres de formation officiels de ces éditeurs et on a les formateurs certifiés pour vous transmettre les bonnes pratiques, les bonnes connaissances et vous aider à adopter les technos rapidement sans partir tous azimuts. Et puis on va pouvoir vous aider également sur le développement ou sur le conseil et comment réorganiser ou organiser vos développements, principalement autour de tout ce qui est microservices et API, des sujets qui vont arriver ou qui arrivent déjà dans certaines au niveau de certains services études. Et pour vous aider là-dedans, bah voilà, l'ensemble des technos, donc je ne vais pas toutes vous les citer et vous faire le panel, mais il y a plusieurs types de technos au portefeuille de nos différents partenaires qui permettent d'assurer ou de vous proposer des solutions sur le stockage, le big data, donc un stockage intelligent ou un stockage en tout cas massif, le middleware et les applications avec tout ce qui est la stack Fuse et OpenShift notamment, le IaaS, le PaaS et tout ce qui est infrastructure, géré chez vous comme en ligne. Et enfin, la partie management et un peu la supervision de l'ensemble de ces solutions. Donc, on peut vous aider sur l'ensemble de ces technos, vous accompagner, vous les expliquer et puis voir dans quelle mesure elles répondent ou pas
à vos problématiques. Bon, je passe sur les nuages d'images de nos partenaires. Le but est d'aller quand même concrètement sur voilà, le marché du cloud computing et la place d'OpenShift après dans ce marché. Donc je vais être assez rapide, mais l'idée de placer un peu les masses et qu'on soit tous d'accord pour utiliser les mêmes termes et avoir le même sens derrière les mêmes termes. Donc derrière le cloud, il y a plusieurs principes. C'est vraiment un mouvement à la mode, mais on distingue derrière quand même trois grandes masses. Le IaaS, l'infrastructure as a service, qui est la première brique qui a été fournie sous forme de cloud, donc la possibilité de consommer du CPU, de la RAM et du disque à la demande, en ayant une sorte d'abstraction de toute la partie virtualisation ou de la manière dont l'infrastructure est gérée derrière. Donc ça, c'est bien le terme de IaaS, infrastructure as a service. On voit que les leaders, donc c'est Amazon, on va voir Rackspace, et OpenStack qui permet de monter un IaaS privé. OpenStack, c'est le moyen d'avoir chez vous un Amazon et de monter votre propre Amazon. Une fois qu'on a compris cette première brique, on voit qu'il va falloir rajouter au-dessus de cette infrastructure pas mal de choses, un environnement d'exécution, du middleware, puis ensuite une application, des outils qui viennent autour pour monitorer, superviser, backuper, etc. Tout ça. Donc une infrastructure ou en tout cas un serveur nu, c'est pas suffisant la plupart du temps. Il va nous falloir monter un environnement au-dessus. Et ça va être le rôle du platform as a service de pouvoir fournir un environnement ou une plateforme d'exécution d'applications. Avec le PaaS, et c'est là qu'OpenShift va trouver son intérêt, et en tout cas c'est là qu'OpenShift se place. Le plateforme, c'est non seulement j'ai une infrastructure qui est virtualisée, qui est flexible et qui m'est fournie sous forme de ressources, mais j'ai également tout le runtime et l'environnement applicatif. J'ai pas l'application peut-être, mais j'ai tout ce qui permet de l'exécuter. Donc là, on va trouver OpenShift, Force.com, donc qui est issu de Salesforce. On a Azure et on va avoir d'autres solutions, Beanstalk chez Amazon. Donc là, on comprend qu'on a non seulement l'infrastructure, mais en plus, voilà, l'environnement d'exécution et l'ensemble des outils qui vont autour. Après, il va falloir placer votre application et là, plusieurs possibilités. Vous utilisez un plateforme de service et vous mettez votre propre code. Vous avez développé un code plutôt sous forme de microservice et on va pouvoir parler à ce moment-là de function as a service. Si vous arrivez à décorréler et à découper sous forme de petites fonctions atomiques l'ensemble de votre application, on a des solutions qui existent sur le marché et qui permettent d'exécuter uniquement une fonction et de ne payer que pour le temps d'exécution de la fonction ou le nombre d'exécutions de la fonction. On réduit drastiquement les coûts et on se retrouve en plus avec quelque chose qui est très atomique. Par contre, à gérer, il faut avoir des outils pour pouvoir coordonner et orchestrer tout ça. C'est un mouvement qui arrive et puis qui va arriver. Un des produits qui marche bien là-dedans, c'est Amazon Lambda. On va avoir avec Node.js la possibilité de le faire dans OpenShift et on parle de function as a service. On est vraiment sur un élément atomique. On se concentre même plus sur le middleware et sur l'infrastructure. Tout ça est acquis. On se concentre sur le code. Et puis, il y a le software as a service qui est quelque part l'aboutissement ultime, mais qui est un peu parallèle, puisque là, pour nous, c'est une boîte noire. On utilise et on accède uniquement à un logiciel. On ne sait pas comment il est développé, quel est son environnement d'exécution, ni même son infrastructure. Peu nous importe. Ce qui compte, c'est que le service soit délivré et garanti. Et c'est l'éditeur ou le fournisseur de service qui nous apporte cette garantie. Donc voilà, avec ça, on voit un peu bien la terminologie et on sait qu'OpenShift va se concentrer sur le platform as a service. Il va donc nous offrir une infrastructure ou s'appuyer sur une infrastructure existante et nous rajouter toute une couche d'environnement applicatif nous permettant de se concentrer uniquement sur le code. Bon, je vous fais pas je vous passe en détail, je vous fais pas le détail des slides qui découpent ça. Si vous voulez, à la fin de la présentation, on pourra vous faire parvenir ces slides et du coup vous aurez un peu plus de matériel que ce qu'on a vu, mais sachez que voilà, le IaaS, on a des informations un petit peu sur le marché et là vous avez des éléments permettant de savoir quels sont les acteurs et les problématiques adressées. Pour le PaaS, on va avoir d'autres acteurs, notamment encore une fois OpenShift, mais Amazon ou Bluemix. Pour tout ce qui est SaaS, Google Apps et Salesforce sont les réputés ou les entreprises les plus réputées. Et on va avoir pour le FaaS principalement Lambda et OpenShift
sachant qu'OpenShift, ça va être quelque chose qui n'est pas out of the box. On va devoir construire nous-mêmes notre environnement de function as a service. Et on aura notamment un composant chez Red Hat qui peut être intéressant pour nous aider à faire ça et alors le monétiser, le manager et tout, c'est le composant FreeScale qui lui fonctionnera un peu comme une sorte de hub d'API et permettra de monétiser ou d'appeler les fonctions qui sont requises. Est-ce que vous avez des questions sur ces parties? C'est assez générique et je suis passé assez vite, mais le but est de placer un peu les termes et les masses pour vous sans y perdre trop de temps. Bon, je vois que ce n'est pas le cas dans le chat. On va se concentrer maintenant sur OpenShift et voir un petit peu ce que c'est. Donc OpenShift, c'est une plateforme qui va vous permettre d'exécuter des environnements et des charges de travail ou des applications en utilisant la technologie de container et l'OCI, les containers compatibles OCI, donc Open Container Initiative. C'est un environnement qui est donc il y a pas mal de composants à l'intérieur, mais principalement ça repose sur la technologie et le composant open source Docker. C'est lui qui va s'occuper d'exécuter nos containers, d'exécuter nos applications et de les isoler. Et la technologie Kubernetes, donc faite et promue par Google et créée à l'origine par Google pour orchestrer des containers. Vous verrez un petit peu plus tard dans la démo que le but de cette démo est de vous montrer que les containers, c'est génial, ça c'est clair, et il y a des gros intérêts et des gros cas d'usage. Par contre, dès qu'on va vouloir en faire plusieurs et puis travailler, faire en sorte que les containers travaillent ensemble, ça devient assez fastidieux de le gérer à la main. Et c'est là où Kubernetes trouve tout son intérêt, puisque lui, il va nous offrir une abstraction et une couche un peu plus haute pour superviser les containers, pouvoir gérer des containers qui s'exécutent sur plusieurs nœuds physiques. Ça, c'est une problématique quand on doit la gérer à la main, c'est embêtant, c'est compliqué, ça peut être fastidieux. Avec Kubernetes, c'est assez trivial. Donc voilà, deux composants, Docker, Kubernetes, et un ensemble d'éléments qui viennent au-dessus et qui sont apportés par OpenShift pour rendre ça utilisable en entreprise. On les verra par la suite. Donc voilà, OpenShift vient se placer au-dessus d'une infrastructure, soit Atomicos, soit Red Hat Enterprise Linux, qui elle-même peut s'appuyer sur des infrastructures cloud ou sur du on-premise. Et vous pouvez avoir un certain nombre d'environnements ou d'infrastructures qui exécutent OpenShift sans que ça pose de problème et tout en étant certifié et supporté par Red Hat. Si on rentre un petit peu plus dans le détail de l'architecture et de la plateforme, donc comment elle marche, on va voir qu'OpenShift, donc ça va avoir deux composants principaux dans son architecture, c'est le master, un nœud master ou plusieurs si on est sur une architecture multi-master pour assurer de la haute dispo et puis de la redondance sur nos services. Donc on va avoir un ou plusieurs masters et un ou plusieurs nodes. Le master est là pour orchestrer, pour coordonner, pour gérer un petit peu tout la vie de notre plateforme. Et les nœuds sont là pour exécuter les charges applicatives, les exposer et les surveiller pour remonter les informations au master et définir leur cycle de vie. Donc deux composants qui vont avoir deux rôles différents. Le master qui se concentre sur le lien avec les développeurs, sur le lien avec les équipes et sur le lien avec les codes sources, donc sur un peu le lien vers toute la partie développement, puisque c'est lui qui va gérer l'authentification. C'est lui qui va se connecter au SCM et qui va permettre de repérer par des mécanismes de trigger qu'il y a eu un code source qui a changé et donc de venir demander la création ou la recréation d'applications. Le master, il va pouvoir aussi coordonner ou orchestrer les environnements de déploiement continu, repérer qu'il y a des changements dans le cycle de vie d'une application et entraîner des actions, le déploiement d'un bac à sable, d'un serveur de test, la validation par quelqu'un d'une charge. Voilà, tout ça, le master va pouvoir nous faire le lien. Il contient également un scheduler et un orchestrateur qui va surveiller l'exécution des différents nœuds, des applications, et puis qui va exécuter des tâches pour venir justement construire, fabriquer ou gérer le cycle de vie de ces nœuds. Et puis, il va évidemment coordonner tout le cluster et s'assurer qu'on a une répartition homogène de nos charges, qu'en cas de défaillance, on a une récupération et une reprise d'activité des différentes
applications qui ont disparu sur les nœuds restants. Donc toute cette coordination de clustering est gérée également par le master. Et puis on va avoir les nœuds qui, eux, encore une fois, exécutent et sont là pour exécuter des charges, ce qu'on appelle des pods dans la terminologie Kubernetes, qui correspondent à des containers ou un ensemble de containers. On va voir ça un petit peu plus tard, la terminologie. Donc sachez que voilà, c'est 2 composants. Cette solution, elle est livrée. Il faut au moins avoir 2 serveurs pour vraiment commencer à utiliser un petit peu la solution bien. On peut tout installer sur un serveur, mais l'idéal est quand même de découpler les services. Et vous verrez un petit peu plus tard que cet environnement, voilà, il gravite autour de 3 choses. C'est évidemment un environnement physique derrière, sur lequel il s'appuie. C'est des solutions de stockage persistant qui vont utiliser Gluster, qui peuvent utiliser Ceph, NFS et différentes technologies de stockage distant. Et la solution va également gérer et assurer le routing et tout ce qui est exposition de nos applications à l'extérieur. On n'est pas obligé d'exposer nos applications à l'extérieur, mais à un moment, il y a de fortes chances qu'on souhaite le faire pour une partie de ces applications. C'est OpenShift qui va s'occuper de gérer le lien vers l'extérieur, le routage interne vers les applications ou les pods. C'est autant de choses qu'on n'a pas réalisées, nous, à la main. On rentre un petit peu plus dans le détail maintenant de la solution OpenShift et surtout de ses composants. Comme je vous l'ai dit précédemment, il y a Docker. Donc, code Docker est là pour faire tourner les containers. Et OpenShift va s'en servir, ou plutôt Kubernetes va s'en servir uniquement pour exécuter les containers ou pour demander la fabrication. Kubernetes, lui, il va nous permettre de gérer tout ce qui est clustering et l'orchestration des containers. Donc c'est lui qui va c'est principalement lui qui va dialoguer avec les containers, demander leur création, leur suppression, leur recréation, venir supprimer leurs ressources ou allouer des nouvelles ressources. Bref, il va orchestrer et dialoguer avec Docker pour gérer le cycle de vie de nos containers. Et puis ensuite, il y a OpenShift, hein, c'est un 3e composant et non des moindres dans la solution globale OpenShift Container Platform, puisque là, c'est un développement qui a été fait par Red Hat, qui est open source bien évidemment, et qui permet autour de Kubernetes ou en plus de Kubernetes d'ajouter l'intégration avec des DSCM. C'est OpenShift qui nous permet d'imaginer on fait un git push quelque part sur notre code, pour ceux qui utilisent un peu ou qui sont plutôt dev. Voilà, on fait un git push, on pousse notre code sur un gestionnaire de versionning et automatiquement un trigger vient appeler OpenShift et entraîne la réexécution ou la refabrication d'un container basé sur ce nouveau code applicatif. Ça, c'est OpenShift qui va nous permettre de faire ça. Il va être capable également de gérer via un registre interne toutes les images qui sont produites et puis les exécuter rapidement et les distribuer sur les nœuds. Il va nous permettre aussi et nous apporter un début de travail collaboratif puisqu'on va avoir des environnements qui sont isolés. On peut imaginer dans OpenShift d'avoir un projet A, un projet B et ce n'est pas du tout les mêmes équipes qui travaillent dessus et évidemment les équipes ne peuvent pas voir le projet de l'équipe adverse. Ça, on peut le faire avec OpenShift, c'est out of the box, c'est prévu par cette solution. Avec Kubernetes ou simplement Docker, c'est à nous d'isoler les gens ou les containers entre eux. Le stockage également, OpenShift nous apporte un certain nombre d'outils de stockage pour venir dialoguer avec Kubernetes de manière simple et abstraite et puis avoir un modèle qui permet de gérer le stockage sur un grand nombre de nœuds et de manière extrêmement simple et facilitée. Les administrateurs fournissent des ressources de stockage et les développeurs viennent demander et réclamer automatiquement des volumes de stockage. C'est la philosophie qu'il y a derrière OpenShift et ça permet à chaque personne ou chacun de garder son rôle et tout en ayant une démarche agile sur l'attribution des ressources. Autre point, autre point adressé par OpenShift et par l'ensemble de scripts OpenShift qui vient dans la solution, c'est le management, puisqu'on a une interface web ultra simple et c'est elle qu'on observera tout à l'heure. Pour pouvoir gérer tout ça, toutes les actions sont faisables via une interface web ou une command line extrêmement riche.
Ça, c'est fourni via OpenShift. Quand on est sur Kubernetes ou Docker, on doit directement attaquer les API ou les lignes de commande de ces outils, qui sont autrement plus verbouilleuses. Le monitoring également fait partie des composants qu'OpenShift nous apporte, puisqu'il supervise l'ensemble des containers et il nous agrège les remontées de logs et il peut même déverser tout ça dans un Elasticsearch pour de l'analytique derrière, un peu plus à froid. Et il nous apporte une API permettant d'imaginer, d'automatiser tout ça et tous les composants via du script ou des appels à des API OpenShift. J'espère que là, c'est un peu plus clair sur le rôle de chacun de ces composants. Voilà, Docker, le runtime, Kubernetes, l'orchestration, OpenShift, la simplicité et les outils d'entreprise qui peuvent graviter autour d'une orchestration de containers. L'idée est d'avoir une architecture résiliente derrière tout ça. Et pourquoi il y a des nœuds, un master et il y a cette décorrélation entre les pods, les containers, c'est pour pouvoir offrir vraiment une résilience maximum et une architecture qui est flexible. Puisque là, on peut imaginer qu'en cas de disparition d'un pod, c'est-à-dire d'une application, voyons-le, un pod, c'est comme une mini VM pour ceux qui ne connaissent pas encore les containers ou pas bien les containers et qui les découvrent dans cette présentation. Voilà, un pod, c'est une mini-application, elle disparaît, automatiquement elle pourra être recréée, soit sur le même nœud, soit sur d'autres nœuds, selon les règles qu'on a définies. Si un nœud complet disparaît, donc l'ensemble des applications qui l'hébergent disparaissent, on va avoir la possibilité de redémarrer ces pods et ces applications en quelques secondes sur un autre nœud. Quand on va avoir de l'orchestration et qu'on voit qu'on a des montées de charge, on va pouvoir automatiquement fournir des nouveaux nœuds à notre cluster OpenShift et il va automatiquement répartir les charges applicatives sur les nouveaux nœuds existants. Admettons, j'ai 20 applications qui tournent sur 2 nœuds et puis d'un seul coup, il y a un pic de charge et j'ai besoin de déployer des nouvelles applications. Je déploie un troisième nœud, je vais me retrouver peut-être avec 10 machines sur le nœud 1, 10 machines sur le nœud 2 et puis après 10 machines sur le nœud 3. Il va assurer cette réplication et cette répartition homogène des charges. Donc toute cette élasticité, elle est offerte par l'orchestrateur Kubernetes et par l'intelligence et du pilotage d'OpenShift qui vient au-dessus. La persistance étant assurée par le stockage externe et surtout, on va dans le monde des containers et évidemment dans OpenShift et Kubernetes, on va éviter de stocker les fichiers à l'intérieur des containers puisque par défaut ils sont volatiles. Mais on va s'appuyer sur un stockage persistant. Imaginez de faire un point de montage du container vers l'hôte. Comme ça, l'hôte, lui, il a des données qui sont conservées de manière plus pérenne. Et le container, quand il disparaît, les données et tout l'ensemble du container disparaît, mais pas ce qu'il a stocké ou sauvegardé sur l'hôte. Et puis à terme, l'idée n'est pas de dépendre d'un hôte, donc d'un nœud, mais plutôt d'un système de fichiers distribués ou répartis de type cluster ou Ceph, qui vont vous permettre que l'ensemble de vos nœuds accèdent à l'ensemble des mêmes ressources de stockage. Et donc, tout est partagé. Bon, voilà, monitoring, on peut l'interfacer avec Elasticsearch, et puis Red Hat participe aussi à un projet qui s'appelle Okular, qui permet d'avoir des métriques un peu plus visuelles. Donc, allez regarder le projet si vous voulez, mais on a pas mal de cas clients où là, c'est Elasticsearch qui est utilisé pour déverser et Fluent plutôt qui est utilisé pour déverser les données de monitoring dans Elasticsearch de manière à les consulter après avec Kibana. Alors, je vois que le temps passe, mais ça va, on est dans les temps. Donc, je finis juste sur ces 2 slides pour vous placer un peu les termes ou les technologies qu'il y a à l'intérieur, les composants plutôt qu'il y a à l'intérieur d'OpenShift. C'est important pour voir comment il fonctionne. Donc, on va avoir le master qui lui fournit donc une API, un serveur d'API. Donc, l'ensemble des fonctionnalités OpenShift sont accessibles sous forme d'API. Il va utiliser également le master etcd qui permet de répliquer des clés et de dialoguer, voyons-le comme un moyen de dialoguer avec les nœuds. Le contrôleur qui réagit aux événements et qui va orchestrer un petit peu tout ça. Le scheduler qui, lui, interagit et va venir orchestrer
la création, l'exécution, le lifetime des containers. Et puis le master nous propose aussi, voilà, il a la web console et le proxy qui s'occupe de gérer tout le trafic réseau. Quand on va exposer vers l'extérieur ou vouloir exposer vers l'extérieur une application, par exemple web, notre container va lui ouvrir son port web, mais ça ne veut pas dire qu'à l'extérieur, on pourra le contacter. Il n'y a que quand on va créer une route et qu'on va ouvrir ce container vers l'extérieur qu'on pourra, via un nom de domaine, le contacter. C'est le proxy du master qui est chargé de répartir un petit peu et d'écouter les différents domaines qui sont exposés, et puis de router vers les containers les requêtes qui lui sont adressées. Les nœuds, ils sont beaucoup plus légers puisqu'ils ont etcd pour justement répliquer les données, recevoir les messages qui viennent du master. Docker qui va évidemment permettre d'exécuter les containers et donc les applications. Et puis, il gère tout ce qui est monitoring, le stockage et le réseau pour pouvoir router les requêtes, pour pouvoir router les fichiers vers un stockage persistant et pour pouvoir assurer l'ensemble, la supervision de l'ensemble. Et là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais pareil, vous pouvez nous demander les slides en fin de présentation et puis vous aurez du coup un peu plus d'éléments que ce que j'aurais là pu vous présenter en une vingtaine de minutes ou une trentaine de minutes. Là, vous avez la liste des composants principaux ou des éléments qu'on va pouvoir manipuler et utiliser dans OpenShift. Notamment, l'élément atomique, c'est le pod, voilà, c'est l'exécution d'un container, mais on va également avoir un composant de type route qui permet d'exposer ce pod ou ces containers vers l'extérieur. On va avoir des composants de type volume qui permettent de gérer le stockage, ou secret et config map qui gère aussi le stockage, mais cette fois d'éléments sensibles. Donc tout ça, ça va être les composants et des termes qu'on va utiliser dans OpenShift. Donc là, le but n'est pas de vous faire une formation sur OpenShift, mais vraiment de dégrossir un peu le terrain. Donc je ne rentre pas dans le détail de cette slide, mais si vous avez des questions sur ces éléments ou vous voulez en savoir plus, on peut vous transmettre les PDF et puis évidemment rentrer plus dans le détail lors des questions-réponses. Dites-vous que voilà, que grâce à OpenShift, on va avoir la possibilité de fournir virtuellement toutes les images Docker. Il y en a un certain nombre fournis par Red Hat, il y en a un grand nombre fournis par la communauté et validés ou pas validés, et puis vous pouvez créer les vôtres. Donc en gros, on n'est pas limité et dans OpenShift, on va pouvoir builder n'importe quel type d'application ou d'environnement applicatif dans un container. Et puis là, je présente différents cas d'usage de l'utilisation d'OpenShift. On y reviendra peut-être en fin de présentation. Si vous avez, vous, des cas concrets, il y a de fortes chances qu'ils matchent l'une ou l'autre de ces problématiques présentées là. Là, je vous fais pas le blabla sur l'environnement de l'offre. Dites-vous que c'est vraiment quelque chose qui va par contre vous permettre d'accélérer le développement, et ça, vous allez le voir concrètement dans la démo, de faciliter le développement et la standardisation et puis aussi le dialogue entre vos équipes. Donc, ça augmente l'efficacité opérationnelle et le travail collaboratif. Et puis, on va vraiment avoir la possibilité de découper les rôles et de bien scinder les rôles, d'avoir des opérations dev, des opérations ops, des opérations DevOps et des actions qui sont à réaliser par des gens qui ont les doubles compétences, tout ça dans un cycle de vie sécurisé. On va se concentrer un petit peu plus là sur les 15 minutes qui nous restent, puisque je voudrais bien qu'on garde quand même 5 minutes de questions-réponses et j'espère que vous en aurez. Ça veut dire que ça a suscité l'intérêt. Mais donc on va se concentrer là sur le prochain quart d'heure, sur vraiment la démo en elle-même. Et l'idée est de voir, on va créer un petit container vraiment sans OpenShift, sans rien du tout, pour voir ce que ça implique et puis pour que les personnes qui ne connaissent pas la containerisation, et c'est le cas d'un certain nombre d'entre vous, puissent un peu voir ce que c'est que ce fameux Docker. Ensuite, on va aller créer un container un peu plus complexe et on va voir que là, dès qu'on doit avoir des volumes et dès qu'on doit avoir des environnements, ça fait des lignes de commande un peu longues. Et puis, on va aller ensuite faire une application avec deux composants. Donc, on va devoir relier les containers entre eux. Là, on va voir que ça devient très, très compliqué à lire. Et ensuite, on ira faire la même chose dans OpenShift pour voir que c'est quelque chose qu'on a de beaucoup plus simplifié. Donc, première chose, alors je vais voir, il va falloir que
déconnecte ce partage. Donc, je vais vous déconnecter le partage de la présentation pour que vous puissiez voir mon écran. Hop. Voilà, là, vous devez toujours m'entendre. Et on va aller regarder donc sur un petit terminal. Alors, je ne sais pas si ça lag peut-être un petit peu pour vous, donc je vais attendre 2 secondes que ça se stabilise pour vous. Voilà, donc on voit que là je suis sur un terminal, je suis dans un répertoire de démos où il n'y a rien du tout. Et pour créer un container, là, il y a un élément de base, c'est de créer un fichier qui s'appelle Dockerfile. On peut lui donner un autre nom si on veut, mais par convention c'est Dockerfile. Et par défaut, Docker va venir chercher un fichier qui se nomme comme ça. Donc je vais pouvoir créer un fichier, voilà, type Dockerfile. Donc j'édite un fichier, et là je le crée. Et à l'intérieur, on va devoir mettre un certain nombre d'instructions. La première instruction qu'on doit mettre dans toute image Docker, donc là, dites-vous que le Dockerfile que je suis en train de créer, c'est vraiment, je suis en train de fabriquer, c'est comme si j'écrivais la recette d'un plat. Je suis en train d'expliquer la recette, la manière de fabriquer mon container. Donc j'explique dans le langage Docker, mais vous allez voir et très vite le comprendre, je pense, ou en tout cas son principe. L'idée va être d'expliquer à Docker comment il peut fabriquer une image. Les containers, ça se fait toujours en 2 phases. On fabrique un container, on fabrique l'image d'un container, c'est une sorte d'instance abstraite, et puis ensuite on run cette image. On va la fabriquer une fois et ça va nous prendre du temps de la fabriquer. On met tous les éléments à l'intérieur d'une sorte de VM, on va dire, le container étant vraiment, vous pouvez le voir comme une sorte de VM mais très légère. Donc on va mettre tous les éléments applicatifs à l'intérieur de cette VM et puis après quand on run, on l'exécute. Ça, on peut l'exécuter autant de fois qu'on veut. Et l'exécution est extrêmement rapide. Donc là, ce que je suis en train de faire avec mon Dockerfile, c'est que je suis en train de créer, d'expliquer à Docker comment fabriquer une image de container. Et puis après, dans la suite de la démo, on va aller exécuter cette image pour regarder la VM qui tourne et voir si on peut s'y connecter. Donc pour créer un container, la première chose qu'on doit faire, c'est un Dockerfile qui décrit ce qu'on veut faire et comment on veut que notre image soit construite. Là, en l'occurrence, je vais vouloir construire une image très simple, hein, juste d'un OS. Et la première chose qu'on doit écrire dans un Dockerfile, c'est de quelle image on hérite. En l'occurrence, je sais là moi, que CentOS ou Fedora proposent des images directement et je les connais. Je connais leur nom, donc je vais pouvoir commencer mon fichier Docker en disant from. Donc de quelle image j'hérite ou je viens de quelle image. Et puis ensuite, je donne le nom d'une image. En l'occurrence, je sais que Fedora, son image publique et officielle, c'est Fedora. Bon, c'est très simple. Je vais pouvoir ensuite demander des flavors ou des versions. Si je demande Fedora 2.26, j'aurai la version 26 de Fedora. Si je demande 27, j'aurai la version 27. Et si je demande latest, j'ai la dernière version. Par défaut, si je demande rien, j'ai la dernière version. Donc ça, mon Dockerfile, je sais qu'en gros, je vais travailler sur une VM de type Fedora ou sur un container de type Fedora. Et puis ensuite, qu'est-ce que je veux faire à l'intérieur? Là, on va avoir une autre commande. Donc, vous voyez les fichiers Dockerfile, c'est une commande d'instruction. Il y en a plusieurs, from, run, commande, exec. Enfin, bon, je vous les cite pas, mais il y a, on va dire, une dizaine de mots-clés. Et puis ensuite, des instructions. Et le mot-clé run nous permet d'exécuter du code à l'intérieur de notre container. Donc, la ligne from va nous permettre de se baser et d'avoir une image Fedora. Et puis avec run, je vais faire des choses à l'intérieur de mon image. Quand je vais fabriquer mon image, je veux faire exécuter run des commandes. En l'occurrence, là, je veux faire run quoi? Tiens, je vais faire un run yum install. Je vais faire un yum install bash, ça sert à rien, je l'aurai déjà. Quel petit composant je pourrais installer? Tiens, on va installer iptable, il est déjà dedans. On va installer PS. Yum install PS, qui doit déjà être dedans, mais c'est pas grave. Donc, quand je fais run yum install PS, je suis en train de dire, quand tu fabriques mon container, tu prends l'image Fedora, puis ensuite tu exécutes la commande yum install PS à l'intérieur de cette image. Je me retrouverai donc avec, à la suite de cette troisième ligne, un container qui a la commande PS à l'intérieur. Si ici je mets HTTPD, je suis en train de demander à installer Apache.
Ah, je vois qu'il y a un commentaire. Stop. Oui, par exemple, ça peut être ça. En tout cas, quand je demande donc HTTPD, là, je vais non seulement, je vais en gros me créer mon propre container Apache. Il dérive de Fedora, mon container, il dérive de Fedora, et je veux installer Apache à l'intérieur. Et puis, je peux mettre un certain nombre de commandes additionnelles. Donc, on peut faire autant de run qu'on veut pour exécuter différentes commandes. Bon, on verra que c'est pas une bonne pratique, mais peu importe. C'est pas le but de cette présentation. Donc voilà. Là, mon image, je veux qu'elle base sur Fedora et qu'elle installe Apache. Que ce soit simple. Tiens, j'ai qu'à faire ça. J'installe HTOP. Comme suggéré. Donc là, j'installe un programme à l'intérieur de mon container. Et puis, une autre action qu'on peut faire, ou autre commande et instruction qu'on peut utiliser, c'est CMD. Et là, on va dire quel est le point d'entrée de mon container. Quand on exécute un container, quelle est la commande qui va être appelée? Là, par exemple, tiens, je vais mettre bin bash. Très simple, ça veut dire que là, je suis en train de créer un container, on ne peut plus basique, et pas très utile d'ailleurs, qui est une Fedora dans lequel j'installe HTOP. Et quand j'exécute le container, je veux que ça me retourne un terminal. Donc, je serai à l'intérieur du container en train de faire tourner un terminal. Bref, c'est juste pour vous montrer l'exemple du Dockerfile et comment on fait ça à la main. J'ai donc maintenant un fichier Dockerfile et je vais pouvoir utiliser la commande Docker. Donc là, moi, sur ma machine, j'ai bien le programme Docker qui est déjà installé. Je ne vous montre pas comment l'installer, mais j'ai Docker qui tourne. Je peux l'interroger. Il se trouve que j'ai déjà des containers qui tournent, mais voilà, j'ai mon Docker qui fonctionne. Et là, je vais utiliser Docker pour venir fabriquer une image type. Donc, je lui fais Docker build. Et là, je lui demande de fabriquer mon image. Et il va exécuter ma recette. Donc, première chose qu'il fait, c'est de venir télécharger l'image de Fedora. Tiens, c'est dommage, j'aurais dû le faire avant, ça nous aurait évité du lag. Donc, il télécharge notre image Fedora et c'est ce qu'il est en train de faire. Bon, et une fois qu'il aura terminé, il va certainement nous exécuter la commande que je lui ai demandé de réaliser, c'est-à-dire d'installer et de venir installer le programme HTOP. Alors, les images, il faut savoir que quand elles transitent vers le réseau, elles sont compressées. Donc après, il les décompresse. Ça permet d'être un peu plus rapide. Et voilà, vous voyez, deuxième étape, step 1, il exécute la commande yum install htop. Et puis là, j'ai fait une erreur, j'ai oublié de demander le -y. Du coup, je vais me retrouver très certainement avec une demande de confirmation. Donc, plutôt que de faire ça, je vais revenir ici. Bon, tous ceux qui sont admin 6 voient bien ce que je suis en train de faire. Ils reconnaissent tout ce qui est après le run. Yum install htop. On va mettre le -y ici, ce sera mieux. J'enregistre et je viens redemander la fabrication. Vous allez voir que là, le step 0, vous voyez, il n'y a pas de téléchargement. Il a déjà téléchargé l'image une fois, il l'a gardée en cache, il n'a pas besoin de la redemander à chaque fois. Donc, il se concentre maintenant sur l'exécution de ma commande yum install. Bon, ça va prendre un tout petit peu de temps. Dites-vous que voilà, là, il est en train de réaliser l'exécution. On va voir la sortie du terminal, comme si on avait exécuté cette commande nous-mêmes sur notre propre machine. On va voir ce qu'il a fait à l'intérieur du container. Là, il est en train d'interroger évidemment les caches yum et tout. Alors, ça prend du temps. C'est vrai que ça aurait été mieux de faire ça différemment. Est-ce que vous avez des questions déjà là sur ce point-là? Est-ce qu'il y en a qui voient bien les enjeux? N'hésitez pas. Si vous avez des questions ou il y a quelque chose qui n'est pas clair, demandez-moi. Ah, question. Ah, question directement sur OpenShift, mais oui, oui, bien sûr qu'on peut mettre le master en dispo sur OpenShift. C'est même ce qui va être recommandé quand on va exécuter beaucoup de charges de travail.
mettre les masters en dispo et également avoir plusieurs nœuds et au moins avoir 3 ou 4 machines. L'idéal et le cluster minimum vraiment pour être confort, c'est quand même d'avoir une architecture master de 2 nœuds et d'avoir 4 nodes derrière. Là, on est tranquille et on va pouvoir assumer une charge de travail importante. Enfin, confortable. Donc vous voyez, là, il a exécuté la commande et il est en train, il l'a terminé d'ailleurs. Donc on a bien la sortie qu'on aurait eue sur notre propre machine. Il a installé HTOP, enfin il a trouvé HTOP, il l'a téléchargé et puis ensuite il est venu l'installer et tout était bien installé. Il a fini ça, il nous a créé un layer. Il nous a donc créé et enregistré cet enregistrement. Je ne rentre pas dans le détail non plus de tout Docker, mais dites-vous que voilà, chaque étape fait l'objet d'un enregistrement des actions qui ont été faites par la commande. Et puis ensuite, il a exécuté notre troisième tâche, notre étape 2, enfin troisième étape, qui était la commande bash. Si maintenant je fais Docker image, alors je vois. Hop. Donc si maintenant on fait Docker image, là je vais accéder à toutes les images qu'il y a sur ma machine et qui ont été fabriquées et qui sont disponibles, qui sont prêtes à runner sur ma machine. Alors, il y en a un bon paquet, parce que je ne fais pas que ça, mais vous allez voir qu'il y a notamment là une dernière image qui a été fabriquée il y a 1 minute. La taille virtuelle, elle est 438. Alors, on peut avoir des images beaucoup plus petites. Hein. Là, même, ça me paraît énorme d'ailleurs pour ce que j'ai fait. Hein. J'ai juste mis un stop dedans. Mais je suis basé sur l'image Fedora qui est une image lourde. On peut trouver des images de containers à 30 mégas. Donc, autant là, on rajoute Apache dessus qui nous rajoute 5 mégas et on a pour 35 mégas un serveur Apache. Donc là, c'est parce que je m'appuie sur une image assez lourde, l'image officielle de Fedora qui est déjà complète et qui a pas mal de choses dedans, que j'ai une image qui est lourde. Mais on va voir que je peux avoir des images beaucoup plus petites. Est-ce que j'en ai? Voilà, j'en ai des à 68. Vous voyez, j'ai même des images à 15 mégas, une Fedora minimaliste. Donc là, en tout cas, c'est l'image que j'ai fabriquée. Quand je l'ai buildé, je ne lui ai pas donné de nom. L'idéal, c'est quand même de lui donner un nom. On va l'appeler Fedora Demo. Et là, je vais rebuilder, mais comme il a déjà tout refabriqué et que rien n'a changé, ça s'est fait exécuter très rapidement. Maintenant, quand je retourne faire mon Docker image, vous allez voir, voilà, elle a un petit nom, elle s'appelle Fedora Demo. L'avantage, c'est que je vais pouvoir maintenant venir l'exécuter en faisant Docker Run. Donc Docker Run, c'est la commande pour exécuter. Docker Build permet de fabriquer notre image, Docker Run permet de l'exécuter. Je vais donc faire Docker Run. Je vais passer 2 paramètres qui sont importants là dans le cadre de cette démo, c'est IT pour que ce soit interactif. Il faut savoir qu'un container, par défaut, quand il démarre en arrière-plan. Là, je demande à ce qu'il soit interactif, donc à ce que je garde la main sur la sortie de ce container. Je vais dire que je veux exécuter Fedora Demo. Et puis, je vais passer aucun paramètre. Là, il lance mon container et vous voyez, le prompt qui m'a été retourné, c'est root at une sorte de token. En fait, ça, c'est le hostname de mon container. Et là, si je suis à l'intérieur de mon container, là, je suis à l'intérieur de mon container. Ah bah tiens, je vous disais qu'il n'y avait pas la commande PS. Bah si, elle n'est pas là. Mais par contre, je vais normalement avoir htop. J'ai demandé à installer htop. J'ai la commande htop à l'intérieur de ce container. Par contre, je n'ai pas demandé à installer la commande PS, donc je ne l'ai pas. Toutes les commandes que vous me voyez exécuter ici sont des commandes qui sont exécutées à l'intérieur du container. Je ne suis plus sur ma machine, mais je suis dans le container lui-même. Quand j'exit, je quitte le container et je reviens sur ma machine. Si je fais Docker PS pour regarder quels sont tous les containers qui existent ou qui ont été créés, vous allez voir que là, j'ai bien un container qui s'appelait EFB truc machin, enfin, qui était basé sur l'image Fedora Demo, qui a exécuté cette commande. Il a duré 54 secondes, il exité et il s'appelait, ou il avait un nom qui a été aléatoirement donné, qui s'appelait Seren Torvald. Donc là, j'ai fait à la main le build et puis ensuite le run d'un container. On voit que j'ai dû le faire en 2 phases et c'est moi qui ai dû construire un petit peu tout ça. Maintenant, ce container, je vais pouvoir aussi
Et c'est là, quand on exécute le container, on peut donner un certain nombre de paramètres. Notamment, on va pouvoir lui passer des variables d'environnement. Exemple, bah tiens, ton hostname, bon, celui-là, ça va pas être très utile de le faire comme ça vu qu'il est réécrit, mais je vais pouvoir, tiens, créer une variable debug égale true. Puis je peux rajouter une autre variable d'environnement qui est test égale démo. Et puis après, toujours, je vais donner mon container et tout. Là, les variables d'environnement vont être passées à mon container. Alors, je regarde un tout petit peu le temps pour pas trop déborder, parce que là, c'est vrai que je prends pas mal de temps pour vous montrer le bas niveau pour après faire le parallèle avec OpenShift, mais bon, on va pas se concentrer non plus que là-dessus. Donc, dites-vous que maintenant qu'on a fabriqué notre container, on va pouvoir l'exécuter un certain nombre de fois, et l'idée, c'est de l'exécuter n fois, pas une seule fois. Quand on est sur des microservices, on va exécuter vraiment pas mal de containers identiques, mais avec des confs différentes. Là, si je veux passer un fichier de conf à mon container, il va falloir que je lui donne un volume. Je peux très bien dire, par exemple, -v, et puis là, j'attache le /tmp de mon hôte avec le /tmp ou le répertoire /toto à l'intérieur de mon container. Donc là, je fais une association et je suis en train de créer un volume. Si on va regarder après à l'intérieur du container, on verra qu'il y a un volume mapper qui dit le répertoire /toto, en gros, il est associé à un point de montage. Puis ce point de montage, ce sera un répertoire sur l'hôte. Donc tout ça, c'est quelque chose qu'on fait à la ligne de commande et on est obligé de déclarer ça à la main. Et là, une fois que je vais exécuter après mon container de type Fedora démo, je demande en plus toujours à ce que ce soit interactif. Vous voyez que j'ai une ligne de commande qui est plus longue parce que j'ai besoin que ce container, il ait des données persistantes dans le répertoire Toto et puis j'ai besoin de lui passer un certain nombre de paramètres. Là, si je fais echo debug, je devrais avoir mon... Ah non, tiens, pourquoi? Ah oui, évidemment. Voilà, j'ai mon trou. Je fais echo test, j'ai bien mon démo. Et si je fais un ls-la de /toto, bon, il me dit permission denied parce que là, je ne me suis pas arrangé pour gérer les permissions, mais on voit qu'il y a bien un répertoire qui existe et qui est bindé sur l'autre. Par contre, ce que je voulais vous montrer et ce qu'il faut retenir, c'est que là, pour faire tout ça, et quand vous allez exécuter vos containers, vous allez avoir besoin de mettre des volumes persistants. Vous allez avoir besoin de lui passer des paramètres et des variables d'environnement. Ça devient fastidieux. On commence à avoir pas mal de choses à écrire. On va aller regarder maintenant OpenShift, parce que c'est quand même le but de cette présentation. Hein. Ce n'est pas de regarder Docker ni Docker Compose, mais de voir comment OpenShift le gère. Donc là, je vais aller... Alors j'attends un tout petit peu parce que je sais qu'il y a du lag quand je change d'écran un peu trop violemment. Donc j'attends quelques secondes que ça se rafraîchisse pour vous. Et là, je suis sur la console de connexion d'OpenShift et je vais venir me connecter en tant que développeur. J'ai le droit de créer des projets, mais je suis un développeur, pas un administrateur. Et voilà ce qu'on voit quand on tombe sur la console OpenShift. C'est les projets auxquels on a accès. Et la possibilité, si on a le droit, de créer des nouveaux projets. Vous voyez les projets comme une isolation de votre environnement de travail. On va pouvoir associer à un projet des utilisateurs et ils ne peuvent voir que les projets qui les concernent. Donc vous allez pouvoir comme ça proposer à des utilisateurs d'accéder à un projet A mais pas un projet B. On peut imaginer que vous ayez, c'est un peu l'exemple ici, voilà, j'ai un projet qui est de mon application Task, mon stage dev c'est un projet et mon étape de validation c'est un autre projet. Je vais donner accès à mes développeurs uniquement à ce projet-là et puis tous ceux qui vont devoir valider un petit peu l'application, ils auront accès à cette partie. On peut tous travailler au sein d'un même projet et on peut imaginer d'avoir des projets qui sont liés à une même application mais qui découpent différentes équipes. Alors, je vois qu'il y a une question. Est-ce que OpenShift peut être couplé avec Red Hat SAT? Alors, le satellite va pouvoir mettre à jour OpenShift, il va pouvoir le gérer. Par contre, il ne va pas y avoir vraiment de lien entre les deux solutions. Je ne sais pas ce que vous entendez derrière cette solution, cette question. Est-ce qu'on peut faire des choses OpenShift dans le SAT? Est-ce que le SAT peut tourner sur OpenShift? Si vous pouvez juste me préciser le sens de votre question.
D'accord. Que les containers eux-mêmes aient des mises à jour qui viennent du satellite? C'est ça l'objectif, l'intérêt pour vous? Ok, alors non, on va pas du tout fonctionner comme ça, parce que l'idée des containers, c'est pas que les containers fassent des Yum install ou Yum update régulièrement, c'est que vous fassiez de votre côté la mise à jour de l'image que vous appelez par exemple Fedora Mon Entreprise, dans lequel vous mettez les mises basées sur Red Hat. Vous avez votre image qui s'appelle voilà mon socle applicatif. Il hérite de From Red Hat RHEL 7. Et vous, régulièrement, on va pouvoir dans OpenShift mettre à jour une stratégie qui dit quand l'image RHEL 7, donc quand Red Hat met à jour son code, parce que eux, dès qu'il y a un patch applicatif sur la RHEL 7, ils vont mettre à jour leur container. Donc nous, on s'appuie sur le container de Red Hat, et puis on va avoir des triggers dans OpenShift qui disent dès que l'image de Red Hat change, puisque mon image socle applicatif, elle en hérite, je la rebuild automatiquement. Et puis, puisque elle va être rebuildée, dès qu'elle aura fini d'être rebuildée, elle va dire automatiquement, bah, les containers qui en dépendent, je veux que vous soyez recréés. Donc, on va avoir que, potentiellement une mise à jour. Alors, c'est pas obligatoire, hein, mais on va potentiellement avoir la possibilité de automatiser comme ça la livraison de nos patchs ou de sécurité ou de bug fix. C'est pas vous qui allez devoir abonner chacun de vos containers pour que chacun des containers fasse des commandes RPM update, mais c'est vous faites un RPM update sur votre container master, il est mis à jour, et ensuite vous recréez vos containers basés sur cette nouvelle version. C'est comme ça qu'on va gérer les mises à jour dans les containers. Ça vous paraît clair? Donc si on revient sur la partie OpenShift, bon parfait. Je vais donc créer un projet. Le projet va me permettre de travailler sur un ensemble de containers de manière isolée. Je peux lui donner un nom, une petite description. Je pourrais lui mettre des collaborateurs. Et quand je suis dans un projet, la première chose qui m'est demandé, c'est bah, tu veux créer quoi? Et j'ai plusieurs possibilités. Soit je vais prendre, piocher dans un catalogue, soit je vais directement déployer une image que je connais, c'est-à-dire que l'exemple que moi j'ai utilisé, bah, on peut le faire ici en écrivant Fedora. Tout à l'heure, vous avez vu que j'ai écrit From Fedora, c'était le nom de l'image Fedora. Et ben là, j'écris juste le nom de mon image, et puis quand je clique ici, il va chercher automatiquement l'image Fedora. Par contre, il me dit attention, elle n'est pas sécurisée parce qu'elle tourne en route. C'est pas recommandé dans OpenShift. Quand on dit elle tourne en route, c'est l'utilisateur à l'intérieur du container, c'est route. Ça ne veut pas dire qu'elle tourne en route sur votre hôte et qu'elle a un accès route à tous vos composants. Par contre, ça veut dire qu'elle a à l'intérieur, l'utilisateur est root, donc potentiellement, c'est moins sécurisé que si on était sur un user anonyme ou un user applicatif. Bon, en tout cas, là, OpenShift, vous voyez qu'il me propose une interface déjà qui est simple. Je viens juste lui donner le nom d'une image. Ça pourrait être Apache, parce que je sais qu'Apache livre aussi son image de manière simple et officielle. J'écris Apache. Ah non, c'est pas Apache. Alors c'est HTTPD, il me semble. Vous pouvez aller ici sur le site Docker Hub et vous verrez toutes les images publiques qui sont disponibles. HTTPD, c'est ça, c'est HTTPD. Donc je viens d'OpenShift. J'ai vu ici sur Docker Hub que Apache, le projet Apache me fournit différentes versions d'Apache utilisables comme je le veux. Il m'explique comment utiliser leur container de manière simple. Bon, bah, parfait, j'ai envie d'utiliser ce container. Je note qu'il s'appelle HTTPD. Je viens ici, j'écris HTTPD, le nom du container, et ça va aller interroger le registre public Docker, et ça me trouve l'image, et ça me dit, elle peut tourner. Elle aussi, elle est en route, elle n'est pas sécurisée, mais ça me le propose. Il faut savoir qu'on va avoir après un certain nombre d'images, et on a la possibilité de créer les nôtres. Par exemple, là, tiens, pourquoi il ne présente que celle-là? Fedora. Donc voilà, vous avez accès à plein de versions différentes et vous pouvez toutes les exécuter dans OpenShift. Dès que je suis ici, je vais pouvoir exécuter mon container, je lui donne un nom, on va l'appeler démo Apache.
Je vais pouvoir définir les variables d'environnement que je pousse à l'intérieur du container. Donc vous voyez, là c'est très simple. J'ai une interface aussi pour le faire. Pas besoin de passer des variables compliquées. Et je vais pouvoir directement créer mon container. Et là, vous allez observer que toute la phase de construction puis d'exécution du container, elle est assistée, elle est gérée par OpenShift. Il nous présente une vue et il nous dit « Je suis en train de déployer ton démo Apache ». Pour ça, il va falloir qu'il télécharge les images et tout. Il me montre ici ce qu'il est en train de faire. Et puis là, voilà, on voit que j'ai un warning. Il va me dire, tiens, il y a des erreurs. Bon, je vois pourquoi. Ah, j'ai pas donné de nom de domaine. Et puis, a priori, en plus, je l'ai pas bindé sur les bonnes adresses. Donc ça, c'est des paramètres d'environnement qu'il faut que je définisse pour faire tourner ce container. Il faut que j'aille regarder un petit peu comment il fonctionne sur leur doc. Bon. L'idée était de vous montrer qu'en un clic, voilà, j'ai pas eu besoin de passer par un Dockerfile, j'ai pas eu besoin de passer des variables d'environnement. Et si j'ai envie de dégager mon application, c'est vraiment extrêmement simple. Je viens, je peux consulter ici ce qui se passe, et puis je vais pouvoir très facilement venir voilà, dégager le service et dégager le build config, enfin un certain nombre d'événements. Maintenant, l'autre possibilité, et ça c'est plus intéressant, alors je vais juste revenir sur la démo, parce que là j'aurais plus besoin de ça pour choper les liens. Voilà, là j'ai un autre container qui s'appelait StartX bon, CPU. C'est basé sur ma propre image. Donc là, quand je tape, c'était StartX, c'est pour ça. Voilà, StartX Fedora. Donc là, nous, on a un certain nombre d'images qu'on publie aussi et que vous pouvez aller voir. Si vous les appuyez sur notre propre image Fedora, d'ailleurs, tiens, on va aller la déployer. Il suffit de taper StartX Fedora. Donc là, c'est une Fedora. Vous voyez d'ailleurs le Dockerfile que nous, on a produit, nous, StartX. Vous pouvez voir ce qu'il contient et les actions qu'il réalise. Tout est expliqué et documenté également là. Et quand je vais vouloir l'exécuter dans OpenShift, je viens ici, j'exécute une image, je demande StartX Fedora et vous allez voir, contrairement à la Fedora de base, elle n'a pas de problème de sécurité. C'est une image qui est taillée notamment pour tourner sur OpenShift, pour faire tourner du Fedora sur OpenShift. Je vais pouvoir l'appeler ici et puis elle va avoir un certain nombre de propriétés ou d'environnements que je vais pouvoir lui passer. Je sais que notamment il y a une variable d'environnement qui est verbose, qui permet de lui demander de parler un peu plus. Donc je vais l'utiliser, comme ça vous allez voir comment je peux passer des variables d'environnement directement depuis OpenShift. Et puis là, je demande la création de mon image. Et là, elle va venir se créer et elle ne va pas poser de problème contrairement à Apache. On peut voir dans les logs qu'elle va démarrer. Voilà, Docker Run, Welcome to the Fedora Based Image. Si vous voyez ça, c'est que ça marche. On a un petit terminal pour y accéder. Ah, elle vient d'être créée. Et on a nos variables de configuration qui sont envoyées. Bon, alors là, pourquoi est-ce qu'elle bug? C'est parce que je ne lui ai pas passé de paramètres. Donc là, vous avez une deuxième image qui a été créée. Ce qui va être intéressant, c'est que vous avez peut-être remarqué, par rapport au Docker file que je vous ai montré tout à l'heure, que là, il y avait un certain nombre d'environnements et de labels particuliers chez nous. Et on a rajouté pas mal d'infos. Ça, c'est utile parce que maintenant, regardez, maintenant que j'ai utilisé cette image, si je viens ici puis que je cherche StartX, Fedora, pardon, hop. Ah, ouais, ça marche pas. Bon, bug de démo, alors je vous montrerai ça un petit peu plus tard. Mais on a la possibilité de l'ajouter au catalogue de services ici directement nos images. Je vais même aller le faire pour être quand même sûr. Je vais vous montrer ça. Vous allez voir que ça, c'est ce qui permet et ce qui va nous permettre très facilement dans OpenShift de venir s'abonner à des images à l'extérieur, puis les surveiller et puis venir capitaliser dessus. Donc là, c'est dans la terminologie OpenShift et même Kubernetes d'ailleurs, c'est ce qui s'appelle les images stream. Et quand je vais venir prendre ici ce fichier, j'importe dans OpenShift et automatiquement, ça va me créer une liste d'images OpenShiftisées que j'ai à ma dispo.
voyez là, ici, j'ai StartX OS et je vais avoir la liste de tous les OS fournis par StartX pour donc une version CentOS 7, des Fedora et puis différentes versions dernièrement stables. Et quand on va à l'intérieur, je vois le détail, il a téléchargé tous les éléments de ces containers. Donc là, il a interrogé Docker Hub et il est venu récupérer les différentes images que StartX a fabriquées pour les différentes versions d'OS. Maintenant que j'ai importé ça, regardez ici, quand je viens là, j'écris StartX, j'ai à ma disposition voilà, un builder qui me dit, tiens, tu peux, si tu veux, tu as à ta disposition la possibilité de créer une image basée sur l'image StartX de base, une version CentOS, une version FC26, une version 27 ou la dernière version est la Rawhide, c'est la même chose. Et puis là, il suffit de cliquer. Donc là, je fournis une sorte de catalogue de services et mon utilisateur, il n'a plus qu'à dire bah tiens, j'ai envie de démarrer une Fedora. Hop, si j'arrive à écrire bien, Fedora. Alors je vais l'appeler Fedora 2, celle-là. Et puis on a même un petit code qui va permettre de builder une application à l'intérieur. Ça, c'est nous qui avons fourni tout ça directement via notre template. Maintenant, regardez ce qui se passe. Et contrairement à cette autre, à ce premier Fedora, cette première Fedora que j'ai déployée là, qui s'est un peu plantée, là j'ai un process qui s'exécute très vite et qui vient de me fabriquer un pod en 2 secondes, donc un container. Et là, ça me l'a vraiment fabriqué en se basant sur le code source d'un autre projet. C'est-à-dire que là, ce que ça a fait, OpenShift, il a pris un container, Fedora, il a pris du code source d'une application que je vais vous montrer, c'est juste un ensemble de scripts, il a fabriqué un nouveau container à partir de ça et ensuite il l'a exécuté. On va être capable de voir toutes ces actions si on vient ici, dans Build. Il va nous dire, voilà, j'ai fabriqué un container Fedora 2 et voilà ce que j'ai fait pour le fabriquer. J'ai cloné ce répertoire de code source, je suis venu récupérer le code source, je l'ai assemblé avec mon container, voilà, il a exécuté un certain nombre de tâches, tout ça, ça a été développé par nous, et ça utilise évidemment toute la puissance d'OpenShift pour venir le fabriquer. Une fois qu'il a été fabriqué, ce container, il est venu ici dans OpenShift se déployer automatiquement. Donc là, créer une version, un exécutable ou une version exécutée de notre container qui se trouve là, qui a démarré très rapidement et dont je peux voir les logs de démarrage. Et puis qui est en fait en train de tourner et qui va régulièrement, toutes les 10 secondes, nous marquer qu'il est en train de tourner. Donc là, grâce à OpenShift, en quelques secondes, j'ai fait ce que je vous ai montré tout à l'heure, où j'ai buildé, j'ai écrit un Dockerfile, puis ensuite j'ai dû le builder. Ça a mis du temps à builder. Et puis ensuite, j'ai été obligé de passer des commandes et des arguments à mon container pour pouvoir l'exécuter et faire tourner quelque chose. Là, en quelques clics et en utilisant une syntaxe et des composants qui sont industrialisés, j'ai un container qui tourne. Et non seulement j'ai un container qui tourne, mais en plus j'ai des règles qui vont me permettre de définir la manière dont il se scale. Par exemple, je peux imposer. Alors, excusez-moi. Je peux imposer ici dans mon application le fait de vouloir non pas un container, mais toujours 2 ou 3 containers. Et vous voyez que là, le scaling et le fait de créer des nouveaux containers, c'est vraiment quelque chose qui est trivial. Et là, j'ai 3 containers qui tournent et je vais pouvoir scale down ou scale up de la même manière. Si on va regarder mon deuxième ou mon troisième container qui vient de se créer là il y a quelques secondes, à l'intérieur, voilà, il n'a que 2 lignes parce qu'il vient de démarrer, mais il est bien en train de démarrer. Maintenant, bon là on est sur des containers, et je vais terminer là-dessus, sur des containers qui sont juste des OS. Si jamais j'avais un serveur web, et ce sera l'objet du prochain web séminaire, donc si vous voulez le resuivre ou proposer à vos collègues de le suivre, vous pourrez voir à ce moment-là également la partie applicative. Mais là, l'idée, c'est qu'une fois que j'ai mes containers, je vais avoir la possibilité dans leur gestion de les exposer, de leur rajouter des ressources, de leur rajouter des volumes, et de venir comme ça gérer le cycle de vie de mon container de manière assez simple. Là, quand je suis ici, vous avez un certain nombre d'actions qui vont vous permettre de rajouter du stockage,
de venir définir les règles de scaling, de même définir des limites, bon ça là on ne pourra pas le faire, et d'intervenir sur le cycle de vie de vos pods. Tout ça en cliquant et en ayant une interface assez simple. Si maintenant je fais crasher un pod, qui va être le cas, vous allez voir que là j'ai demandé à ce qu'il y ait 2 pods toujours disponibles pour cette application. Si je viens maintenant rentrer, alors là je suis sur mon déploiement, donc je vais venir ici sur un de mes 2 pods qui s'appelle 9QM et puis je vais le tuer, je le delete. Vous allez voir que immédiatement si je reviens, alors il y en a un qui est déjà en train de se recréer, vous voyez, il y a marqué Container Recreating, et puis là on voit qu'il y en a un qui est dégagé, mais il est en train de scaler déjà et de m'en recréer un deuxième parce que je lui ai demandé de toujours avoir 2 pods disponibles pour cette application. C'est OpenShift qui va orchestrer ça tout seul. Et nous, on a, donc là, si c'était un crash système ou un crash à cause d'un bug applicatif, voilà, le crash entraîne automatiquement la création d'un autre container. Et ça, sans intervention de notre part. Bon, je vais terminer là parce que j'ai quand même dépassé d'un petit quart d'heure et je suis allé un peu trop longuement sur la partie Docker. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions là, à utiliser le chat. Et on peut faire un jeu de questions-réponses. Ceux qui n'ont pas le temps et pour qui j'ai trop débordé, je m'en excuse. N'hésitez pas à nous poser les questions par mail. Et puis, voilà, passons à un jeu de questions-réponses si vous en avez sur ces technos et sur OpenShift. Déjà, est-ce que ça vous a paru clair le rôle entre Docker, Kubernetes et puis les bénéfices ou la surcouche OpenShift, ce qu'elle apporte? Alors, qu'appelez-vous un resource manager? Qu'est-ce que vous entendez par resource manager? Ou peut-être qu'on peut ouvrir les micros si vous préférez parler plutôt que de prendre le temps de taper d'ailleurs. Je vais regarder si vous voulez. Je vais vous ouvrir le micro pour que vous puissiez poser votre question, si vous en avez un. Ah non. Oui, alors oui, bien sûr. Bien sûr qu'il y a ça dans OpenShift, puisqu'on va avoir la possibilité, alors hop, dans Build, je vais regarder au niveau du déploiement. Edit ressources limite. Vous voyez, ici, on peut. Alors, on va parler dans le langage Kubernetes. OpenShift, là, il s'appuie sur l'API de Kubernetes, donc il parle la même chose. On parle de mini-core ou de V-core. Vous voyez ici, j'ai mes cores ou mes mini-cores et je peux dire ce container, là, mes containers Fedora, je qu'ils utilisent 1000 millicores et puis maximum 2000 millicores et ils ont droit qu'à 200 mégas de RAM ou 1 giga. Donc, on a la possibilité de définir les ressources au niveau du pod. Et dans le cycle de déploiement, on peut dire tous les pods qui sont créés, je veux qu'ils aient cette contrainte de ressources. Donc oui, c'est quelque chose qui est implémenté. Alors, pour une présentation de OpenShift et Jenkins, ouais, vous avez peut-être tilté sur le fait que, en effet, j'ai un pipeline d'intégration continue dedans. Là, vous le voyez d'ailleurs. Donc, j'ai un Jenkins qui tourne et la possibilité de venir builder une application directement dans Jenkins. Là, si vous venez ici, alors je vous le montre vite fait, mais ça, c'est une fonctionnalité avancée un peu plus de OpenShift. Mais j'ai un cycle de pipelines, vous voyez ici. Je vais avoir l'historique de mes exécutions de pipeline et je vois que j'ai demandé l'exécution. Bah, je vais même pouvoir normalement vous en redemander une. Start pipeline. Et là, on voit l'exécution d'un pipeline applicatif. Donc, ce n'est pas juste un build and run, qui est même déjà une action complète hein, et qui est quelque part une action de construction. Mais là, on a vraiment un pipeline d'intégration continue qui est appelé. Et on a la possibilité d'aller directement voir dans Jenkins. Il y a un lien entre Jenkins et OpenShift qui est assuré et qui va permettre déjà de se loguer. Vous voyez que l'authentification dans Jenkins se fait via une authentification liée à OpenShift. Mais en plus, on va trouver les jobs dans Jenkins. Voilà, le job OpenShift qui est en train de tourner. Alors, bon, Maven est offline. Est-ce qu'il va le devenir online? Bon, ça va mettre un petit peu de temps à me le builder.
Mais l'idée, c'est qu'on a voilà, un staging qui est fait et la possibilité même d'avoir une intervention manuelle, puisque vous verrez que là, dans ce pipeline d'exemple, il me semble, il y a la demande d'une confirmation, si oui ou non on valide l'étape et on passe à l'étape d'après. Donc ça, si vous voulez, bah, tiens, là, il est en train de construire. Voilà, il clone. Donc vous voyez que ça commence à être réalisé et on va avoir directement dans OpenShift le lien. Voilà, le build est fait. Donc il y a bien un dialogue entre OpenShift et Jenkins qui est opéré et qui est en train de réaliser l'exécution de notre build. Et une fois que ce sera fait, vous allez voir que les projets task dev et task stage, voilà, test, on va aller voir. Alors je ne sais pas si c'est dev qui nous fait d'abord. On va les voir bouger. Et là, les pods vont venir automatiquement être recréés une fois que le staging a été réalisé. Voilà, il pousse les éléments. Là, il déploie le dev. Donc, c'est là qu'on devrait voir notre rolling action. On a le temps. Voilà, vous voyez, j'ai plus de projet. Et puis là, il va le recréer. Si je retourne dans dev, il va me recréer mon environnement. Alors, il faut le temps que ça se rafraîchisse, hein, ça met un peu de temps, tout ça. Enfin, là, la démo, c'est pas la techno qui est lente, c'est les actions qu'on lui demande de faire qui sont longues. Hein. Si je reviens dans mon pipeline, voilà, il est encore en train de déployer. Si je vais dans Jenkins, je vois ce qu'il est en train de faire. Hop, donc le déploiement du dev met un petit peu de temps, mais vous allez voir que là où on a un projet, vous avez vu tout à l'heure, j'avais un container, puis boum, d'un seul coup, j'avais plus rien. Bah là, j'ai toujours plus rien parce qu'il est en train de nous le fabriquer. Et quand on aura ici une sortie qui dit ça y est, j'ai terminé de fabriquer l'environnement, on reviendra là, on aura vraiment un nouvel environnement de dev qui est basé sur des nouveaux containers, sur un nouveau cycle de déploiement, etc. Donc là, le pilotage, on a vraiment un workflow, un pipeline, donc forcément, ça met plus de temps qu'une simple fabrication de containers, quand bien même elle est basée sur un code applicatif, euh, et puis ensuite un run. Là, on a quelque chose qui est quand même un peu plus long. Et vous voyez, là, on a le bon cas d'usage. Donc, mon task dev, il est refabriqué. Vous voyez, j'ai bien un pod qui est nouveau et puis qui date d'il y a quelques secondes. Si je reviens dans mon pipeline ici, vous allez voir qu'il y a un truc qui est assez intéressant. Ça, c'est vraiment pas mal. C'est que j'ai une question qui m'est posée. C'est que là, je suis dans un stage et il me dit input require. Là, je suis en pause. Je ne sais pas quoi faire. Il faut qu'il y ait une intervention manuelle. L'intervention manuelle, c'est de venir ici dans Jenkins, dire j'accepte ou je refuse. On va accepter, je clique pour accepter. Et vous allez voir que là, mon pipeline continue et à ce moment-là, j'ai un déploiement sur mon stage de mon application. Et là, quand je viens sur mon stage, on voit qu'il est en train d'être redéployé. Vous voyez que là, il y a un pod. Alors, la stratégie est de recreate. Donc là, ça tue les pods pour les recréer. Mais on peut imaginer d'avoir une stratégie de rolling update qui dit que les pods qui existaient disparaissent pendant que les pods qui sont nouveaux réapparaissent. Et puis, on n'a pas d'interruption de service. Voilà, donc j'espère que ça a répondu à votre question sur OpenShift. Hein. Est-ce qu'on va faire une présentation orientée là-dessus Vous voyez qu'on a un peu les éléments, on est en train de la préparer. Je ne peux pas vous garantir. La prochaine présentation OpenShift, elle sera plutôt tournée autour d'un exemple de serveur d'application N-tiers avec notamment une base de données, un serveur web et montrer comment dans OpenShift, on peut déployer ça d'un seul coup. Oui, c'est dans la roadmap de faire aussi le déploiement continu et l'intégration continue de Jenkins sous forme de WebSem. Pour ce qui concerne les images, la question sur les images de containers, oui, il y a un registre interne dans OpenShift qui permet, et toutes les images qui sont buildées sont publiées dans le registre interne de manière à être immédiatement disponibles pour l'ensemble des nœuds. Comme ça, on est sûr de ne pas dépendre et chaque nœud ne va pas devoir télécharger une image publique sur un registre ou privé, mais sur un registre externe. Ils dialoguent tous avec le même registre interne dans lequel OpenShift publie les images qui sont utilisables par le cluster.
Est-ce qu'il y a d'autres questions sur OpenShift, sur son utilisation? Est-ce que certains d'entre vous ont des projets de plateforme as a service ou ont besoin de mettre en place des usines un peu de développement de containers ou de déploiement de containers? Si c'est des sujets qui sont chez vous, c'est avec plaisir qu'on peut en discuter, architecture ou composants. N'hésitez pas à nous en faire part, hein. Bien, bah écoutez, je vous retiens pas tous plus, sauf s'il y a d'autres questions. N'hésitez pas à nous les poser par mail. Milena vous fera parvenir, je pense, la présentation, ou n'hésitez pas à lui demander. Et puis, bah, je vous remercie de votre participation et désolé d'avoir débordé d'une demi-heure. J'espère que ça a été pour vous apporter un complément d'info utile. Passez une très bonne journée et merci encore.